Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et cette fois-ci, nous allons voir pour la première fois sur la chaîne une salle où on fait de l'exploitation de binaire. Voilà, et que ça a été une toute première pour moi. Pas simple, parce que c'est pas forcément un domaine que j'aime, mais j'avais pas envie d'abandonner la salle. Donc voilà, cette salle s'appelle Obscure, elle est de niveau médium sur TryHackMe, et elle est sortie, je crois qu'il y a une semaine maintenant. Et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, la salle est lancée. On a son adresse IP. On va la récupérer. Merci. Hop, on a un petit répertoire obscur là dans Temp. Je ne l'ai pas rajouté dans le DNS mask ou dans le fichier host si vous préférez. Parce que vous verrez plus tard, on découvre le nom de domaine un peu plus loin. Donc première chose à faire, nmapper, l'adresse IP et c'est parti. Voilà, Nmap a fini. Donc port 21, FTP, 22 SSH, 80 HTTP. Commençons par le port... attendez, avant de faire quoi que ce soit, on va récupérer tout ça et on va le mettre ici pour ne pas l'oublier. Voilà, donc commençons par le port 21. On voit que Nmap nous dit que Anonymous FTP Login est autorisé. Donc on va faire FTP, on va prendre l'adresse IP que l'on doit avoir ici, voilà, et un petit Anonymous sur cette adresse, c'est parti, password on rentre rien, c'est bon, ls-lah, on a un répertoire pub, ok, c'est des pubs, ls-lah, et on a une notice et un password. Donc on va tout récupérer. Mget, multiple get, voilà, étoile, A pour pôle, c'est parti. Et nous allons voir donc que ce qu'on a récupéré. On a une notice, donc un petit cat de notice, et là, from antisoft.thm security, a number of people have been forgetting their passwords, so we've made a temporary password application. Ok, donc disons que comme beaucoup de gens oublient leur mot de passe, ils ont créé une application, made a temporary password application, une application temporaire pour se souvenir du mot de passe. Voilà. Mais on apprend quelque chose là dans cette notice, c'est le nom de domaine, antisoft.thm. Donc ce que l'on va faire, sudo vi, on va aller modifier notre DNS mask pour rajouter voilà cette antisoft. Donc je l'avais déjà. On va juste mettre à jour l'adresse IP qui est ici. Hop là. Ici, on va la mettre là. Et on va redémarrer le DNS mask. Donc normalement, si je fais un ping de antisoft.thm, c'est bon. Voilà. Donc, on a récupéré le nom de domaine, très bien, et on a l'application password. Si on regarde ici, si je fais un file de password, effectivement, c'est une application 64 bits exécutable. Très bien. Écoutez, chmod plus x password. Alors effectivement, on pourrait s'amuser à la décompiler pour voir exactement ce qu'elle fait. C'est pas une bonne idée de lancer des applications comme ça. Bon, là, elle ne va pas nous pourrir notre environnement, donc on peut y aller. Et là, on nous demande, password, please enter your employee ID that is in your email. Bon, on n'a pas d'email. On n'a pas d'employé ID, donc si je tape 1, 2, 3, incorrect employé ID. Ok. Donc, déjà, ce que l'on peut faire, c'est, on va voir quelles chaînes sont lisibles à l'intérieur de ce binaire. Donc, si je fais un strings de password, ici, donc, il nous sort différentes infos. Voilà. Et en fait, il y en a une qui est un peu bizarre ici. Donc, ici, on a password recovery, please enter employee, incorrect employee ID, remember. Et ici, on a un numéro un peu bizarre. Et si c'était ça, l'employé ID? Eh bien, on va essayer de suite. Donc, là, là, non. Il est où il est là? Là, je tape ce numéro. Bingo! On a le mot de passe. Voilà, que l'on va prendre, que l'on va sauvegarder. Même si ça va pas être nécessaire, on va l'utiliser qu'une seule fois, si je me trompe pas.
Donc voilà, donc on a eu le mot de passe, très bien, la partie FTP est finie. On va passer à la partie HTTP 80. Voilà, on avait vu qu'il y avait le port 80 ouvert, donc http://antisoft.thm. Et on tombe ici sur une page de login. Donc on peut s'amuser à rentrer admin password. Non, ça ne marche pas. Ok, donc à ce stade-là, on n'a pas le mot de passe. On peut essayer, hein. Admin et le mot de passe que l'on avait trouvé ici. Mais ça ne marche pas. Donc, ok, on continue notre énumération. Ici, on a donc Powered by Odoo, ok, qui ramène sur le site odoo.com, mais on a aussi un Manage Database qui va plus loin. Ok, donc on va cliquer dessus, et là, donc, on a Create, Restore, Set Master Password, la base main, un backup, duplicate, ok. Bon, ben si on pouvait récupérer le backup, ce serait pas mal. Et là, donc, zip, ok, pgdump Christopher 1, without file store, ok. Il nous faut un master password. Et si c'était ce mot de passe? Alors, ok, on va mettre ce mot de passe. Et ici, il nous demande le format. Le FileTorn ne sert à rien. Donc, juste pour que ça aille plus vite, on va prendre juste le pgdump. Et si je fais backup, et ben ça passe. Voilà, on a récupéré. Enfin, il nous permet de télécharger un dump de la base de données, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on va la mettre ici. Voilà, save. C'est sauvegardé. Et ben, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, alors, hop, tu me l'ouvres. Très bien. Ici, donc, on a le main. On va faire un petit code du main. Voilà. The file display the text editor because it's binary. Ah bon, monsieur raté? Attendez. Open anyway. Le text editor. Ah oui. C'est pas très joli comme ça. Don't save. Ouais, c'est un dump. On va faire autrement. Hop. On va refaire le backup. Voilà. Mais on va prendre le file store cette fois. Allez hop, c'est parti. Donc ça prend un peu de temps à générer. Voilà, là il nous propose un zip. On va sauvegarder ça. Et donc ici on a bien notre zip. Et si je fais donc un zip de main.zip. Voilà, on a notre file store et on a notre dump au format SQL. Ce qui va être beaucoup plus rapide. Euh, J'ai fermé mon VS Code. D'accord, j'étais un peu violent. Ok. Bon, j'ai perdu mon Nmap, j'ai perdu mon password, c'est pas bien grave, hein, écoutez. Hein. Tant pis, tant pis. Donc on en était où? On était là, code dump SQL. Voilà, et là c'est un peu plus lisible. Voilà, en revanche, si on regarde un peu dedans, il y a un paquet de lignes. Voilà. Mais on peut déjà essayer d'aller chercher ce que l'on connaît dedans. Qu'est-ce que l'on a appris? On a appris le nom de domaine. Donc, antisoft.thm, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un mail. Très intéressant. Donc, on va noter ce mail. Voilà. Vous savez quoi? On va aller aussi chercher le mot de passe de la base de données que l'on avait. Je pense qu'on doit l'avoir quelque part par là, dans l'historique. Voilà. Après avoir lancé l'exécutable, remember, voilà, il est là. Hop, on va le sauvegarder aussi. Et bien, on va peut-être essayer d'aller utiliser ça sur la page de login que l'on avait tout à l'heure. Donc, on va revenir en arrière, ici, voilà. Donc ici, on a récupéré un mail. Hop, on va le mettre. Et donc, comme vous pouvez voir, je l'ai enregistré dans mon gestionnaire de mots de passe de Firefox parce que je l'ai utilisé je ne sais pas combien de fois. Donc, mais ici, juste pour vous montrer que c'est bien celui-là. Hop, login. Et on est rentré. Alors, Odoo. Odoo, ouais, c'est la première fois que je tombais dessus. Voilà.
On peut chercher, j'ai essayé sur la page d'admin, préférences de CT. Alors ici, on peut envoyer des mails, mais ça fait rien. De changer comment dire, l'avatar de l'utilisateur, ça fait rien. Voilà, en fait, ce qu'il faut chercher, c'est d'aller, par exemple, sur ExploitDB. Et ici, vous allez chercher Odoo. Voilà. Et donc, il y en a 3. Et celui qui nous intéresse, c'est le fameux code execution, qui va nous permettre d'exécuter du code sur la machine. Donc ici, donc il nous explique que c'est une vulnérabilité, voilà, qui est dans le module d'anonymisation des bases de données, voilà, et qui va permettre en fait d'envoyer un fichier contenant du Python et donc d'exécuter du code sur la machine. Donc, ce qu'il faut faire, bon, je vous lis pas le texte. Voilà, et on va d'abord se créer, voilà, the following Python file generate a malicious pickle file. Donc, on va avoir besoin d'un pickle file. Donc ici, il nous donne le code du pickle. Donc on va le prendre et on va le créer. Voilà. Donc on va le créer là. C'est un code Python, blablabla. Donc classe. Hop, on va indenter tout ça. Hop, CTRL Z. Allez, hop. Voilà, blabla, une classe exploit, reduce, avec un reverse shell, with open. On crée le fichier qui s'appelle exploit.pickle. En revanche, j'ai perdu énormément de temps là-dessus aussi. Ce reverse shell ne fonctionne pas. En fait, si vous le lancez avec ça, bah, on va le laisser comme ça. Je vais vous montrer. Et après, on va faire la version qui marche. Donc, je vais mettre mon IP. Hop, comme ça, vous allez voir ce que c'est. 1, 2, 3, 4. Voilà. On sauvegarde ça. On va le mettre exploit.py. On va l'exécuter. Et où ma fenêtre ici. Donc ici, j'ai bien mon exploit.py. OK. C'est du Python 2, si je ne me trompe pas. On va voir ça. Exploit.py. Voilà, il m'a créé un exploit.pickle. Donc, pour exploiter cette faille dans Odoo, voilà, vous allez rechercher, alors il le dit ici, vous allez rechercher le module database anonymisation. C'est pas facile à dire. Voilà, ici, donc on dégage app et on cherche ce module-là qui est là. On l'installe. Voilà, une fois que l'application est installée, on va dans Settings et on a un champ Anonymize Database. Donc on clique dessus, on clique sur l'anonymisation. Voilà, ça c'est fait. On recharge la page, on reclique sur Anonymize Database. Et avant de continuer, on va ouvrir un listener. Donc pour cela, poncat-env, poncat-cs 1, 2, 3, 4. Voilà, on se met en attente. Et donc ici, on va faire Upload your file et exploit.pickle. Et on reclique sur le reverse database anonymisation. Ok, ça a marché. Et bien comme quoi, j'ai perdu des heures à essayer de faire marcher ce reverse shell. Il a fallu que j'en change pour que ça marche. Et là, en effet démo, c'est l'inverse de l'effet Bonaldi. Et ça marche du premier coup. Ok, bon, bah écoutez, hein, on va s'en satisfaire. Donc ici, la connexion a été faite, un petit CTRL D, et je me retrouve en tant qu'utilisateur Odoo sur une machine. Alors, alias, ll égale ls-lah-color. Voilà. Donc, chose que l'on remarque, c'est ici un hostname un peu bizarre et un docker env. Donc, cela signifie que l'on est dans un conteneur Docker. Donc, vous l'aurez compris, à un moment, il va falloir en sortir. Mais déjà, il faut trouver le premier flag. Le premier flag, par réflexe, on va dans Home. Seulement dans Home, il n'y a rien. En fait, ce qu'il suffit de faire, c'est que vous faites cd et on vous amène dans le Home de l'utilisateur Odoo.
que l'on peut vérifier, bien sûr, dans passwd. Si on regarde l'utilisateur Odoo ici, on voit que son home, c'est varlib Odoo. Voilà. Et donc là, si vous regardez à l'intérieur, vous avez votre premier flag.txt. Voilà, ça, c'est le flag numéro 1. Maintenant, on va essayer de trouver les autres flags. Pour les autres flags, et c'est là où on attaque l'exploitation de binaire. Donc ici, on a un binaire qui s'appelle ret avec un SUID. Donc, il suffirait de pouvoir l'exploiter, de pouvoir le lancer, et on deviendrait root. Voilà, what do you have for me? Si je fais ça, il ne se passe rien. Et donc, on va pouvoir attaquer notre pawn. Voilà, donc on va récupérer ce binaire. Alors, on va le récupérer là. Donc, par contre, pour le récupérer, ce binaire, il faut que l'on utilise... on ne peut pas créer un serveur Python pour le récupérer et faire un wget. On va utiliser netcat. Alors, je ne connais pas les commandes par cœur pour netcat parce que je ne l'utilise jamais. Et donc, là, je dois être dans post-exploitation. Ouais, voilà, c'était là. Et ici, voilà, c'est un netcat où en fait, on va envoyer le fichier et le recevoir. Donc, on commence par chez nous. Voilà, on va mettre tout ça. Allez hop, ici. De notre côté, on met ça. Ici, on va l'appeler ret. Voilà, il se met en attente. Et sur l'autre machine, voilà, on va prendre ça. Voilà, ici ce sera ret. Et ici, notre adresse IP 10.11.0.0. Et c'est parti. Bim. Voilà. Si on regarde, on a bien ret. chmod plus x ret. On va le passer voilà, en exécutable pour pouvoir le tester. Et si je fais un md5 soon de ret, et ici la même chose, md5 soon de ret, on a le même hash, donc c'est bon, il y est. Ok, donc déjà ce que l'on peut faire sur ce binaire, c'est on va faire un petit LDD de ret, voilà, pour voir un peu ce qu'il a, voilà, bon c'est vrai, j'admets que ici ça va pas nous servir à grand chose, ça nous servira plus tard. Donc c'est un binaire qui fait appel à du libc. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Ghidra pour le décompiler et voir un peu ce qu'il fait. Alors pour cela, Ghidra est installé, alors si c'est peut-être pas installé de base, voilà, si je fais un GitHub Ghidra, voilà, Ghidra is a software, voilà, c'est celui-là. Voilà, l'installation est plutôt simple. C'est un download, un zip. Voilà, tac tac. Mais je crois que Ghidra est aussi sur les repos de Kali. Ghidra Kali. Voilà, oui, ici. Donc si vous n'avez pas Ghidra chez vous et que vous avez besoin de l'installer, voilà, un petit, ça doit être marqué par là. Voilà, sudo apt install Ghidra et voilà, ce sera installé. Donc, alors on va le chercher, Ghidra, voilà. On va l'ouvrir. Voilà, on va faire un import de fichier. On va aller. Non, tu veux pas à la main? Vous pouvez y aller comme ça. Ok, temp, obscur, ret. Voilà, ok. Ok. Double-clic dessus. Il nous demande si on veut l'analyser. Oui, bien sûr. Analyse. Voilà, il nous l'a analysé. Alors, la première chose que l'on fait, on va dans les fonctions et on va voir la classe main. Voilà, donc la classe main, ici on le voit là, appelle vuln. Si j'ouvre vuln, ok, vuln, donc on a une variable de 128 octets, exploit this binary to get the box, what do you have for me? Ok, alors attendez, hop, voilà, what do you have for me? Flush, get, return. Et c'est tout. Par contre, chose intéressante que l'on voit, c'est ici. On a une fonction win.
Et la fonction win, congrats, you made it on the box, et ça appelle du binsh. Donc, si on arrivait à faire appeler cette commande, il y a moyen que on puisse obtenir un shell en mode route. Ok, comment est-ce que l'on va faire ça? Alors pour cela, ça a été une première pour moi. Donc, hop, on va le décompiler et on va déjà essayer de trouver où est-ce que ça crache. Alors, bien sûr, avec Ghidra, c'est plutôt facile. Alors, attendez, la fonction vuln, elle est là. Ça va cracher si on met plus de 128 octets. C'est marqué là. Mais il y a moyen, avec le debugger de Linux, de le trouver. Alors, pour cela, on va utiliser GDB, donc, qui est le debugger. Mais un GDB un peu plus évolué, c'est avec PwnDBG. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure. Déjà, PwnDBG, voilà, si je fais PwnDBG, voilà, il y a une page GitHub qui nous explique comment l'installer. Voilà, vous allez voir, c'est un côté un peu pratique, ce truc-là. Donc, pour l'installer, c'est simple, vous faites un git clone, un cd et un /setup.sh et il va s'occuper de tout. Je vous conseille de l'installer directement dans votre répertoire home plutôt que dans opt. Faites pas utiliser sudo pour lancer le setup, sinon vous ne pourrez le lancer que en sudo. Si vous voulez l'utiliser en mode normal, mettez-le dans votre home. Donc, moi, je l'ai par là. Donc, où est-ce que je l'avais mis? Est-ce que je l'ai mis dans opt ou dans mon home, moi? Ouais, Microsoft. C'est marrant. Donc, on va agrandir ça. Voilà. Donc, et une fois que vous l'aurez installé, en fait, vous lancez juste le debugger, GDB. Et au lieu de se lancer en mode normal, il va se lancer en mode PwnDBG. Donc, en fait, il y a des actions, il y a des fonctionnalités en plus pour justement faire de l'analyse de binaire. Donc, une fois que c'est fait, vous chargez votre binaire, file ret. Voilà, et une fois qu'il est chargé en mémoire, vous pouvez faire info function pour voir les différentes fonctions. Et ici, on voit qu'on a main. D'ailleurs, on voit qu'il y a son adresse, l'adresse en mémoire de main, l'adresse de vuln et l'adresse de win. Voilà. Qui peut être très intéressante, cette adresse, en fait. C'est celle qu'on va utiliser. On va donc essayer de faire planter vuln. Et au moment où ça plante, au moment où il va vouloir faire un return et de planter, on va lui dire non, 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 tu vas à l'adresse de win pour qu'il exécute win. Voilà, donc on va enregistrer cette petite adresse. Voilà, je vais la mettre là. Très bien, ça c'est l'adresse donc de win. Voilà, maintenant il faut voir comment savoir où est-ce que ça plante. Alors, pour cela, on va se créer une petite chaîne qui s'appelle cyclic. Voilà, qui va nous permettre de voir à quel endroit, à quel octet ça se met à planter. Je vous montre, si je tape cyclic, on va prendre 200 caractères, il nous crée une chaîne de 200 caractères qui fait, voilà, AAA, BAA, CAA, voilà, qui sont, comme c'est une application 64 bits, ça va nous permettre de rentrer à coup de 8 octets. Ça aurait été du 32 bits, on aurait des blocs de 4. D'ailleurs, pour voir que c'est du 64 bits, il vous suffit de faire un petit file de ret et vous voyez ici qu'on a une application 64 bits. Voilà, donc là, on a notre chaîne de caractères. Et bien maintenant, on va faire un petit run pour lancer l'application. Et on va lui rentrer cette chaîne de caractères. On voit que ça plante. En fait, voilà, tac, tac. Ici, boum, le stack. On a un plantage. Et en fait, l'endroit qui nous intéresse à connaître, c'est ici. Voilà, cette chaîne-là. Pour voir à quel octet ça correspond, à quel offset en fait ça correspond, il nous suffit de taper un petit cyclic-l et là on voit qu'il a été trouvé à l'offset 136. Donc on va le sauvegarder ça aussi. Donc voilà. Donc, mais avant de continuer, PwnDBG on n'en a plus besoin si je me trompe pas. Ok,
je vais juste rentrer ret, voilà. Et juste pour la démo, je vais rentrer comme ça. Et il m'en faut. M'en faut. Tiens, déjà, je vais essayer d'en mettre. Hop. Permet. Première la ligne. On en est où? 121, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, normalement, ici, j'ai 127 caractères. Donc, je rentre 127 caractères. Rien. Je rentre 128 caractères. Rien. 129 non plus. Par contre, si je fais mes 136 là, faut voir. Si je fais mes 136 comme il m'a trouvé, non plus. Bah, et où mon plantage? Je suis bien à 136. Je rentre beaucoup plus. Là, j'ai mon segfault. Bon, ok. Après, faites confiance à PwnDBG. Il vous donne le bon chiffre. Bon, là. Voilà. Après, c'est pas mon domaine, ça. Donc, il y a peut-être une explication, mais je pourrais pas vous la donner. Cela dit, bon, pour l'instant, on a notre, notre adresse de la fonction win et l'offset de plantage. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un payload qui va justement faire planter le programme et aller sur le win, sur la fonction win. Donc pour cela, ben, on va utiliser un Python 2. Voilà, j'ai la commande ici. Donc, print A fois 136. Voilà, on l'affiche 136 fois. Et après ces 136, on va mettre l'URL, enfin, on va mettre l'adresse mémoire de Win dans un format un peu particulier. Si on regarde là, on a, en fait, c'est à l'envers 2 par 2. C'est-à-dire qu'on met un anti/x 46, anti/x 006, 06, anti/x 40, et après c'est que des zéros, donc hop, 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 on les met tous. Voilà. Une vidéo qui m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est hop, les vidéos de Crypto4. Voilà, je vais vous montrer si vous voulez aller les voir. Mais fort, il continue. Hop. Voilà, les vidéos de Crypto4. Si on fait du Red to Win. Voilà, par exemple, cette vidéo, notre Return to Win, m'a beaucoup aidé à comprendre ce fonctionnement. N'hésitez pas à aller le voir. Il explique très bien, même bien mieux que moi là-dessus. Alors, revenons à nos moutons. On a forgé notre payload, blablabla. Donc, si je mets juste ça, voilà, le problème c'est qu'on a des caractères un peu particuliers qu'on va pas pouvoir taper directement dans notre payload. Voilà, ici, donc on va créer notre payload. Elle est où ma commande? Voilà, ma commande avec Python 2, parce que, pourquoi Python 2? Parce que il n'y a pas Python 3 sur la machine, donc on va utiliser Python 2. Par contre, on ne peut pas mettre payload sur slash, on va pas avoir le droit, donc slash temp slash payload. Voilà, et par contre, donc si je fais cat slash temp slash payload pipe.slash ret, bah, ça plante. Et donc, il y a cette histoire de maintenir la communication entre tout. Voilà, hop, point virgule 4. Là, ça maintient la communication. Et si je tape ID, effectivement, comme on peut voir, je suis root. Voilà. Donc, je suis root de la machine. Donc, pour avoir un shell plus agréable, parce que là, si je fais CTRL-C, je perds tout. Vous pouvez, méthode simple, chmod plus s slash bin slash bash. Voilà. Sinon, il y a une petite méthode que moi j'aime bien. C'est, on va faire un petit cat slash etc slash passwd.
Voilà. Ici, on va récupérer notre ligne route. On va la prendre. Hop, je vais la copier. Tiens, à la place de ça. Il me faut un mot de passe. Donc, si je me trompe pas, OpenSSL password. Non, tiret password. Non, man OpenSSL passwd. Generate hash password. Ouais, voilà. J'étais presque. Donc, passwd. Voilà, on rentre un mot de passe. J'aime bien mon kikou. Voilà, il nous génère un mot de passe au bon format. On va le prendre. On va le coller ici. Alors, on va pas s'appeler route 1, mais par exemple, route 2. On va prendre cette ligne. Voilà, on va se remettre là. Et on va faire un petit écho de notre ligne. Alors, pensez bien à mettre avec des simples cotes, parce que sinon, il risque d'analyser le dollar ici. Voilà, et on rajoute ça à la fin de /etc/passwd. Voilà, donc si je fais un cat /etc/passwd, on a bien notre ligne. Ok, donc SU route 2. Ah non, mais j'avais plus besoin. Hop, je kill. Voilà, donc là, si je fais un cat /etc/passwd, on l'a bien dedans. Donc ici, je fais un petit SU route 2. Je tape mon mot de passe. Et là, par contre, je suis vraiment route. Voilà. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on va dans /route, ls, cat route.txt, et malheureusement, ok, félicitations, vous avez routé un conteneur Docker. Et donc, c'est là où j'ai encore perdu du temps, c'est de savoir comment je sors de ce conteneur. Voilà. Technique, voilà. Alors après, X énumération. Il y a un fichier à... Alors, je vais vous montrer un peu juste comment je suis arrivé à la solution. Voilà, donc première chose que j'ai faite, enfin, le point d'entrée qui m'a permis d'arriver à la solution, ça a été d'aller dans /proc, voilà, et de faire un cat de monts. Où ici on voit les points de montage. Et un truc qui m'a interpellé, c'est les points de montage là-dessus. /dev /xvda1. Alors que si je fais un ls de /dev /xda1, ça n'existe pas. Donc je me suis dit, ce sont des points de montage avec l'autre. Ok, donc j'ai refait ça. Pipe, un petit grep de ça. Donc avec différents points de montage, mnt, resolve, alter, host et varlib odoo. En regardant le fichier host, et donc, ici, donc, on voit qu'on a une autre adresse IP. Alors, chose sympathique, c'est que le créateur de la box nous a mis nmap dessus. Donc, s'il y a nmap, c'est qu'on doit l'utiliser. Donc, je me suis dit, tiens, on va déjà énumérer ces adresses IP. Donc, déjà, si je fais un nmap de l'adresse IP actuelle, donc qui est localhost, ça c'est la nôtre. Voilà. Alors, oui, bien sûr, il faut le faire avec des -p, voilà, hop, pour bien tout avoir. Je me suis raté dans un espace. Ah, mais c'est pas possible. Il y a un temps de latence entre ce que je tape. Donc, ok, on voit ça, il y a un port ouvert. Ok, ben c'est celui de Odoo. On a vu qu'on avait une deuxième adresse IP. Bon, j'ai coupé le nmap parce que ça devenait trop long. De toute façon, on a les adresses IP 172.17.03, 17.01, 02, et on peut se dire que justement 17.01, ce serait l'autre. Donc, on va faire un nmap sur la 17.01. On va déjà l'essayer en mode non P pour voir ce qu'il nous donne. Et là, effectivement, qu'est-ce que l'on voit? On voit que donc il y a des ports qui sont ouverts. Voilà, les ports que l'on avait trouvés lors de notre premier nmap, plus le 4444. D'ailleurs, c'est étonnant parce que dans le premier nmap, il ne l'avait pas donné. Mais si je me le retente, nmap anti-soft.thm,
non plus. Je sais que des fois, il nous l'affiche. Bon, ici, il ne l'affiche pas. La dernière fois, une fois, un moment, il me l'a affiché en mode closed. Mais ici, on voit qu'il est en mode open. OK. Donc, s'il est ouvert, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et donc, pour voir ce qu'il y a quelque chose derrière, si je fais un NC, l'adresse IP 4444, qu'est-ce que l'on reconnaît? Exploit this binary, what do you have for me? Mais ça ressemble beaucoup au binaire qu'on vient d'exploiter. Et bien pour cela, on va faire un petit test. C'est que on va, au lieu de mettre de... Alors si je rappelle notre payload, je l'ai pas là. Ah non, mais oui, je suis route. Donc si je rappelle notre... Hop, allez hop, on va faire ça. Notre payload. On va reprendre notre NC. Et où mon NC? Non mais... NC, l'adresse IP 4444. Voilà. Et bien là, on va refaire notre petite commande. Mais au lieu de mettre ./ret, on va mettre le NC 4/temp/payload .virgule 4. Et là, si je fais ID, je suis sur la machine hôte. Donc là, on pourrait faire un reverse shell et atterrir sur la machine. Pour aller plus vite, je vais juste récupérer le fichier dont on a besoin et qui va nous simplifier en fait la suite de la procédure. Donc si on regarde ce qu'on a ici, donc on a le user.txt que l'on peut regarder, mais on est dans Zishan, et si je fais un ls-lh, on a un répertoire.ssh, donc c'est des .ssh, et on a un ID RSA. Donc je fais un petit cat du ID RSA, j'ai une très jolie clé RSA que je vais prendre. Voilà. VI ID RSA. Et on va la mettre dedans. Voilà. chmod 600 ID RSA. Et donc, on a eu l'utilisateur en faisant ID Zishan. OK. Donc, SSH-i IDRSA Zishan antisoft.thm. Et ça y est, on est sur la machine hôte, on est sorti du Docker. Ok, donc celui-là, on n'en a plus besoin. Hop, close. Voilà, donc là, on est sur la machine. Et donc, si on regarde ici, vous avez votre deuxième flag lisible par Zishan. Troisième étape, route. Et route, c'est encore un poil plus difficile, surtout quand on ne connaît pas l'exploitation de binaire. En fait, si on va voir dans slash, qu'est-ce qu'on a? Tiens donc, un exploit me avec le SUID. Donc, c'est lui qu'il faut exploiter. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va le récupérer chez nous. Alors, comme on a une clé SSH, scp-i, voilà, Zishan Soft. Hop, on va enlever ça. Ça, c'est pour plus tard. Et on avait exploit me. Non, me. Non, mais c'est pas possible. Je vais y arriver. Exploit me et je le mets là. Voilà. Il a réussi à l'avoir. Donc, il est là. Donc, si je fais un petit file de ce fichier, voilà, blabla, donc c'est du 64 bits. On va l'ouvrir avec Ghidra. Alors, hop, mon petit Ghidra. Voilà, hop, file, import fichier, exploit me, ouvrir, ok, et tu me l'analyses, yes, vas-y, analyse-le, voilà. Donc, on rouvre les fonctions. Et là, donc, on a notre fonction main qui fait, voilà, exploit music binaire for route. OK. Par contre, il n'y a que ça. Et en fait, ici, c'est autant l'autre fois, c'était du read to win, de return to win. Voilà, où on vise la fonction win. Là, c'est ce qu'on appelle du return to libc. En fait, on va exploiter le fait qu'il charge en mémoire la libc. Voilà. Et là, c'est plus compliqué.
En fait, les points à regarder. Donc déjà, pour trouver l'offset qui fait cracher l'appli, on pourrait le refaire avec GDB. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est que ici, c'est ça. C'est le cas, la variable ici, qui fait 32 caractères. On rajoute 8 et on a notre offset. Donc 40. Voilà, donc on a déjà cette partie. Et en fait, ce qu'il va nous falloir, c'est pour expliquer, c'est qu'au moment où il va nous demander de rentrer les choses, on va le lui rentrer, on va faire planter. À ce niveau-là, ce qu'il nous faut, c'est l'adresse mémoire d'une librairie de libc, voilà, qui va servir à exploiter. Et alors c'est un peu compliqué, j'ai pas tout saisi, mais en fait il nous en faut deux. Il y en a une, on va prendre un get, voilà, une adresse mémoire pour arriver à aller dans l'IPC et c'était certaines valeurs, et plus une adresse, l'adresse du put. Alors pourquoi le put? Je pense que c'est celui-là, là. On revient en arrière. Voilà, pour pouvoir balancer notre payload. Ce qui m'a beaucoup aidé, et vous allez le comprendre quand je vais vous faire montrer le script que j'ai dû faire, c'est Try Acme. On va aller voir sur Try Acme. En fait, il y a une salle qui m'a beaucoup aidé. Alors, j'ai pas fait la salle, mais j'ai lu toutes les différentes parties explicatives. C'est la salle Arrête tout l'IPC. Voilà, c'est cette salle que je vous conseille vivement de regarder, même si vous la faites pas. Voilà, il vous explique faire une review du binaire. Voilà. Comment l'exploiter, trouver l'offset qui le fait planter, la SLR. Alors la SLR, effectivement, parce que il y a de la SLR. La SLR, c'est le fait que en fait, c'est chargé en mémoire. En fait, c'est de la SLR partielle, de ce que j'ai compris. Il n'y a pas le canary. Le canary fait en sorte que quand vous chargez votre binaire, toutes les adresses mémoire sont aléatoires. Le fait qu'il n'y ait pas de canary mais de la SLR, c'est-à-dire que toutes les adresses mémoire des fonctions propres au programme sont fixes, ce qui nous a permis juste avant de trouver l'adresse mémoire de la fonction win, mais les adresses des fonctions d'une librairie, donc ici la libc, sont aléatoires. Et donc en fait le but de l'exercice va être de se créer un payload, on va faire un script Python, qui va charger cette librairie C, cette libc, voilà, une première fois, pour récupérer les adresses mémoire actuelles, puis utiliser ces adresses mémoire pour forger le payload. Voilà, bon, je vous fais pas un cours là-dessus parce que je suis très mal placé pour ça, je viens de découvrir, j'ai plus ou moins compris. Voilà, mais donc je vais vous montrer le script. Alors, hop, donc je vais le récupérer on va faire un petit cp tilde ctf. Voilà, on va faire le go.py. Voilà, je l'ai appelé go.py. Alors, code go.py. Voilà. Donc, on va utiliser la lib PwnTool, voilà, qui nous permet en fait d'interagir avec des binaires. Donc, on va d'abord le tester en local et après, on le testera directement à distance. Mais bien sûr, on ne peut pas exécuter ce script Python sur la machine distante, vu qu'elle n'a pas PwnTool, elle n'a pas Python 3. Voilà, mais on va utiliser une fonction de PwnTool qui permet en fait d'exécuter ce script sur le binaire distant via une connexion. Connexion que l'on a pu avoir avec le SSH et le fichier IDRSA. Donc, dans le script, voilà, j'ai une partie locale pour le tester en local et une partie distante. Voilà. Dans la première partie, donc on charge notre binaire dans le contexte, dans la mémoire. Voilà. Ensuite, on charge la libc. Donc, pour savoir où se trouve la libc, c'est très simple. Vous faites un LDD du binaire. Et là, voilà, vous avez le chemin de la libc. Comme on peut voir d'ailleurs, si je le fais ici, le LDD du binaire, elle est exactement au même endroit. Mais c'est piégeux, je vous explique après. Donc, ensuite, on crée notre payload. Alors, toute cette partie-là provient justement de la salle TryAcme.
Voilà, où là, donc, on a notre offset qui sert à faire planter. Donc, dans notre payload, on met notre padding. On récupère le PopRD, l'adresse du PopRD return. Donc, c'est l'adresse du return. Si je me trompe pas, du return de la fonction, je sais pas de laquelle fonction d'ailleurs. Je crois de la fonction main. Ensuite, on récupère dans la goat. Alors, ça, les adresses, on les a là dans Ghidra. Ça, je peux vous le montrer. C'est laquelle? C'est celle-là. Voilà, c'est ici, dans cette partie, vous avez un goat.plt. Vous cliquez dessus. Et ici, vous avez un... Voilà. Les adresses de puts, gets, comme ça. Et donc, vous avez leurs adresses. Voilà, mais ces adresses changent. Donc, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas lancer Ghidra sur la machine victime. D'où le truc ici qui fait que, au binaire que tu as chargé, récupère l'adresse de get et l'adresse de puts, mais dans le PLT. Alors là, c'est le goat.plt, et là, on va aller dans le PLT directement. Voilà, et là, on doit avoir l'adresse de puts, voilà, ici, à utiliser. Et c'est celle que l'on va, dans laquelle on va envoyer notre payload. Et on récupère aussi l'adresse de main pour pouvoir relancer le main, si je me trompe pas. Donc, ouais, voilà. Ensuite, donc, on fait un pay receive until. Voilà, donc là, ça veut dire, vas-y, lance le process, lance le programme, jusqu'à ce que tu aies affiché exploit this binary anti/n. Voilà, une fois que c'est fait, envoie ton payload. Et une fois que tu l'as envoyé, cette chaîne, alors c'est expliqué sur le site, hein, ça va décomposer pour récupérer les différentes adresses. Celle-là, celle-là, et je crois que c'est tout parce que celle-là, elle est fixe. Voilà. Une fois que c'est fait, on les affiche. On a dit que voilà ce qu'on a leaké. On a leaké le get, on a leaké l'adresse de base de l'IFC. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'adresse de base, les adresses de chaque fonction changent à chaque fois. Mais la distance, en fait, entre l'adresse principale de l'IPC et les autres des fonctions, get, put, tout ça, elle est fixe. Donc, une fois que... comment expliquer ça? Donc, en fait, il y a moyen, c'est comme ça que l'on calcule l'adresse de la libc. Voilà, c'est en faisant le leak, notre adresse totale, je sais plus ce que c'est, moins le gets, et on obtient, voilà, l'adresse de la libc. Je sais pas si je suis clair, en fait. Je m'embrouille moi-même rien qu'en l'expliquant. Donc voilà, et une fois que c'est qu'on a ces infos, alors on recrée un payload directement. Voilà, là on met, donc on récupère le popRD return. Là, cette fois, on cherche la commande bin sh. Je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver, ça. Ça doit être quelque part directement dans la libc. Voilà. Un red gadget, alors là, ce que j'ai compris, c'est que tout simplement, si on le met pas, ça marche pas. Donc, il faut le mettre. Et enfin, le système, la commande système. Ça doit être pour voilà, la commande système qui va servir à lancer le bin sh. Système bin sh. Voilà. On refait un receive until machin. Donc, en gros, on relance le binaire, on lance notre payload et on se met en mode interactif. Interactif, ça veut dire, attends. Et donc, ça nous permet de taper, nous, des commandes. Donc, si ce binaire est correct, techniquement, alors ici, on va le tester chez nous. Alors, et pour tester ça, on va refaire la même... non, cette fois, on n'a pas besoin de faire un cat ou quoi que ce soit. On va faire un Python 3 et go.py. Alors, il a planté. Pourquoi? Oui, il a planté parce que je me suis pas mis en local. Voilà, hop, en local. C'est reparti. Est-ce qu'il a sauvegardé le fichier? Ouais. Vas-y, lance-toi. Voilà, switching to interactive mode. Et donc là, si je fais ID, j'ai bien un binaire, j'ai bien l'accès, je tape mes commandes directement sur la machine actuelle. Donc, j'arrive à obtenir un shell. Très bien. Donc maintenant,
il nous faut le faire sur la machine distante. Et donc sur la machine distante, donc je vais repasser ça à Pulse. Voilà, et donc là, on va charger libc, et c'est là où c'est traître. C'est que la libc, j'utilisais la même que la mienne. Le problème, je crois que si je fais un MD5 sum de ça, et ici MD5 sum de la même chose, on peut voir que c'est pas du tout la même. Donc j'ai perdu du temps, je me disais mais je comprends pas, c'est la même. Mais non, en fait, c'est pas du tout la même. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est de récupérer cette libc de la machine victime chez nous et de l'utiliser. Et donc pour cela, c'est simple. On va faire, je vais prendre ça, hop, je dois avoir la commande là quelque part, voilà, tout simplement, un SCP, voilà, comme on a fait pour le exploit.me. On récupère le fichier, donc il est libc, il est là, et donc dans notre binaire, on fait appel à celui qu'on a chez nous, qui est exactement le même que celui de la machine victime, et on fait un SSH, plutôt que d'avoir fait juste un pprocess, on fait une connexion SSH, et c'est ce S qui va lancer le process du binaire qui se trouve sur /exploit.me là-bas. En fait, on charge le nôtre, parce que nous, on l'a, mais on va le lancer sur celui de la victime. Voilà. Et donc normalement, ici, donc on va remonter, je vais faire mon Python 3.go. Il se connecte à Antisoft, voilà, 22. Boum, 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 switching. Et là, si je tape ID, je suis root. Voilà, je suis root sur la machine. Je peux aller dans /root, ls, ls-l. Voilà, je accès à mon dernier flag. Bon, c'est... voilà, elle m'a donné du fil à retordre. Le pawn, l'exploitation de binaire, alors ça a été intéressant, mais j'aime pas. J'aime vraiment pas ça. Donc ça a été compliqué d'essayer de tout comprendre parce que voilà, c'est quand on n'aime pas quelque chose, le bosser, c'est pénible. Voilà. J'étais content quand j'ai réussi à sortir du Docker, mais quand j'ai vu qu'il y en avait un deuxième, je me suis dit non mais c'est pas possible. Voilà. Donc ça m'a pris, ouais, voilà, ça m'a pris. J'ai commencé, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé, je crois que c'est le début de la semaine en fait. Là, j'ai passé toutes mes soirées. Mais je suis content de l'avoir fini. Ça a été quand même super intéressant. Voilà, c'est un domaine que je connaissais pas. Je garde mon script Python, voilà, qui permet de faire du pawn bien précieusement. C'est pourrait sûrement être utile pour des CTF ou un truc comme ça, au moins pour faire les trucs basiques. Voilà, content d'avoir compris comment essayer de trouver l'offset qui fait planter. Vous allez voir dans la vidéo que je vous ai donné là de CryptoCat, il met la version de 32 bits. C'est légèrement différent de savoir comment la récupérer. Voilà, mais c'est vrai qu'une fois que vous avez un peu compris le mécanisme, si vous arrivez à récupérer le binaire, comme vous voyez, vous avez la taille de la variable. Là, pour le 64 bits, vous rajoutez 8 et vous avez votre offset. Donc voilà. Et la partie Odoo aussi. Voilà, alors bizarrement, ça a marché lors de la vidéo. Le binaire, là, le river shell avec le bin bash qui a marché. Alors que j'ai passé un moment, il voulait pas marcher et je comprenais pas pourquoi. Et il a fallu que j'utilise le MK FIFO. Mais bon, là, pour l'effet démo, l'effet démo inverse, ça a marché. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!